Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la permacultrice américaine basée à Taïwan, Tammy Turner, et de Hong Shuo-Chen, Alex Hong, chercheur auprès de Wild at Heart Legal Defense Association. Tous deux, à leur manière, promeuvent le concept de décroissance à Taïwan. Après avoir expliqué ce terme, nous explorons avec eux quelles sont leurs motivations et comment ils s'y prennent. De nos jours, de nombreux gouvernements, dont celui de Taïwan, misent sur la croissance verte, dont les deux piliers sont les énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. Nous avons évoqué dans les décryptages précédents de cette série l'importance de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, mais aussi les limites des stratégies mises en place dans ces domaines. Mais existe-t-il d'autres voies ? La décroissance pourrait être une alternative à la croissance verte. Tout d'abord, il faut préciser de quoi il s'agit et pour cela, nous nous baserons sur le livre de Jason Hickel, « Moins pour plus ». Selon lui, ce qui pose problème, c'est le croissancisme, c'est-à-dire la course à la croissance pour l'accumulation du capital, plutôt que pour répondre aux besoins humains et à des objectifs sociaux. Le fait que nous considérons la croissance du PIB, le produit intérieur brut, comme principal indicateur de progrès, révèle à quel point notre vision du monde est biaisée, focalisée sur le capital et non sur le vivant. Rappelons que Kuznets, l'inventeur du PIB, avait mis en garde contre ces failles, puisque cet indicateur ne se préoccupe pas de savoir si l'activité monétaire que l'on comptabilise est utile ou destructrice, et cela ne reflète pas les inégalités de richesse qui peuvent parfois être importantes au sein d'une même société. Dans son livre, Jason Hickel rappelle que si au XXe siècle, la croissance des économies européennes a permis d'améliorer le niveau de vie, au-delà d'un certain niveau de PIB par habitant, elle n'est plus corrélée au bien-être. L'impératif de croissance, martelé par les politiques, crée même de l'exclusion et de la pauvreté avec la précarisation de l'emploi et l'augmentation des inégalités. Hickel revient aussi sur l'histoire du capitalisme, dont le développement s'est fait au détriment des populations exploitées dans les colonies, ainsi que des esclaves, mais aussi en détruisant les communs dans les pays européens. Ainsi, la révolution industrielle a été construite sur la destruction violente des économies d'autosubsistance en Europe et sur la colonisation. Elle a été permise d'une part par l'emploi de travailleurs asservis et dépossédés de leurs terres, et d'autre part grâce aux ressources des colonies. Aujourd'hui comme hier, la croissance a toujours besoin de nouvelles frontières d'où extraire de la plus-value. Selon Hickel, elle est basée sur la pénurie, qui découle de la privatisation des ressources et leur accaparement par les rentiers. Les personnes détenant le pouvoir économique et financier ont une capacité d'influencer les décisions politiques pour renforcer leur position dominante, via notamment la possession des médias par exemple. La décroissance, ce n'est pas prôner la réduction du PIB, mais se libérer du croissancisme, c'est-à-dire ne plus donner la priorité absolue à la croissance. Il ne s'agit pas d'austérité, mais de convivialité, de réorganiser l'économie pour maintenir les systèmes vivants dont notre existence dépend. Au premier abord, pour nous qui sommes dans le paradigme de la croissance depuis les 30 Glorieuses, cela peut paraître complètement farfelu ou irréaliste. Mais on ne peut pas résoudre un problème avec le même type de pensée que celui qui l'a créé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une citation d'Albert Einstein qui souligne l'importance de changer de perspective et de sortir du cadre « think out of the box », dirait-on en anglais. Bien sûr, la décroissance, si elle est imposée, pourrait mener à un système dystopique où tout est contrôlé, une sorte de fascisme écologique ou de communisme écologique, comme le rappelle l'économiste Saito Kohei. Mais il en va de même pour la croissance verte, à travers notamment le passe carbone. Toutefois, à ce stade, il est encore peu probable que la décroissance soit promue par des gouvernements, puisque la croissance est leur mantra et ils associent décroissance à appauvrissement, voire même à un retour à la bougie. Actuellement, les gouvernements prennent donc plutôt le chemin de la croissance verte, à moins que la raréfaction des ressources les oblige peut-être à imposer la décroissance, mais dans ce cas, elle serait subie avec tous les problèmes que cela posera. La décroissance dont nous allons parler aujourd'hui, c'est plutôt un mouvement porté d'en bas, que ce soit des économistes, des permaculteurs ou de simples citoyens. Il s'agit d'imaginer un monde qui fonctionnerait selon des principes radicalement différents et où la prospérité ne serait pas mesurée par la croissance du PIB mais par d'autres indicateurs. Les livres de Jason Hickel et de Kohei Saito ont été traduits en mandarin à Taïwan, 2 livres qu'Alex Hong a trouvé tellement intéressants qu'il a organisé une série de conférences à leur sujet.
car il a constaté qu'à Taïwan, il y a peu de personnes qui débattent de la décroissance. C'est même un sujet dont certaines ONG environnementales rechignent à parler. Ce n'est pas le cas de Wild at Heart Legal Defense Association, qui considère que le concept de décroissance peut aider à faire comprendre pourquoi cette association est par exemple opposée à sacrifier des récifs coralliens à la construction de nouveaux ports pour les navires qui transportent du GNL. J'ai demandé à Alex Hong quels sont les défis spécifiques à Taïwan pour promouvoir la décroissance. Je pense que c'est difficile de promouvoir la décroissance, quel que soit le pays, car la croissance économique est devenue une sorte de postulat qu'on ne peut pas remettre en cause. Dès que l'on parle de décroissance, les gens commencent à paniquer ou à étiqueter ceux qui en parlent. Je n'ai pas étudié ni vécu à l'étranger, mais selon mes lectures, je crois que l'une des spécificités de Taïwan, c'est que les services publics sont plutôt bons, comparés à d'autres pays occidentaux, et n'ont pas été trop privatisés. Par exemple, le secteur de l'électricité a été partiellement ouvert à la concurrence en Europe, alors qu'à Taïwan, il est encore entièrement public. Donc je pense qu'en ce qui concerne les services publics, Taïwan est un peu en avance. Mais d'un autre côté, en raison des problématiques géopolitiques, la trajectoire de Taïwan, que ce soit sur le plan politique ou économique, semble suivre celle des États-Unis et la priorité est de répondre à la demande internationale. Par ailleurs, à Taïwan, on parle très peu de concepts liés au socialisme ou au communisme, c'est presque tabou. Or, j'ai constaté qu'à l'étranger, ce sont des concepts qui sont davantage utilisés pour faire réfléchir à la situation économique. Donc, bien que notre économie ne soit pas aussi privatisée qu'aux États-Unis ou en Europe, il me semble que Taïwan se dirige vers cette direction. Un autre élément qui est spécifique à Taïwan, en raison des risques géopolitiques, l'industrie des semi-conducteurs est en quelque sorte devenue notre bouclier. Elle a acquis une dimension de sécurité nationale, avec des implications sur l'économie, ce qui n'est pas le cas pour les autres pays. D'autre part, Taïwan étant une île, nous sommes géographiquement coupés du reste du monde, mais nous y sommes intimement liés par notre place dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Or, la décroissance est orientée le développement vers l'autosuffisance. Je crois que notre situation insulaire devrait d'autant plus nous encourager à surmonter les problèmes de dépendance au commerce international. Tammy Turner, de son côté, réfléchit à la décroissance à travers le regard de la permaculture, qui ne se limite pas à l'agroécologie, mais propose de comprendre le cycle du vivant pour pouvoir y trouver sa place. En effet, les humains ne sont pas condamnés à avoir un impact négatif sur le reste du vivant, ils peuvent aussi l'aggrader, que ce soit un terrain ou les relations sociales. Tammy Turner nous explique comment elle promeut la décroissance à Taïwan. Nous avons tout d'abord commencé par des réunions de personnes intéressées par ce sujet et par la permaculture, avec l'aide de facilitateurs professionnels de l'Institut pour les affaires culturelles. L'une d'entre nous, Jeanne, a lancé un club de lecture autour du thème de la décroissance. Moi, je travaille à tisser un réseau et à sensibiliser les gens. Je pense que la permaculture peut contribuer à nous amener à la décroissance. Il s'agit de mettre en valeur ce avec quoi nous pouvons travailler au niveau local, ne pas saper les ressources, cultiver les relations humaines, préserver la culture et s'appuyer là-dessus pour créer un système plus bénéfique pour les gens sur le long terme. Dans mes cours de design en permaculture, j'évoque les structures invisibles de l'économie et comment on peut créer des structures sociales qui encouragent l'entraide. Et je mets ces concepts en pratique dans le cadre de mes projets. Je les applique dans ma vie de tous les jours aussi. Depuis le semestre dernier, avec la professeure Lu Tian-Yi de l'Academia Sinica, Tammy Turner donne des cours à l'université Zhengzhou à Taipei sur la décroissance. Un cours qui va au-delà de la théorie puisque les étudiants doivent présenter un projet concret en lien avec la décroissance en fin de semestre. J'ai demandé à Tammy Turner si elle avait senti une évolution des mentalités à ce sujet chez les jeunes taïwanais. Certainement, et le timing était intéressant car c'était après le Covid. Donc il y avait une tendance à ne pas se projeter trop loin dans le futur, tandis qu'en même temps, l'an dernier, l'intelligence artificielle est devenue très en vogue à Taïwan. Il y a un groupe d'étudiants qui ont justement proposé un projet sur comment l'IA peut aider à décroître. On leur a dit qu'ils pouvaient essayer, mais qu'il faudrait qu'ils acceptent notre feedback. Cela leur a permis de comprendre combien d'énergie et d'eau cela nécessiterait, dans quelle mesure les gens pourraient avoir leur mot à dire, quels seraient les impacts sur la société, etc. Pour la plupart des étudiants, le contenu de ce cours, c'était vraiment tout nouveau, notamment l'évolution de nos systèmes de valeurs à travers l'histoire.
Cela leur a permis de découvrir d'où leurs valeurs venaient et dans quelle mesure c'était vraiment les leurs. Nous avons aussi beaucoup parlé de greenwashing comme l'un des obstacles à la décroissance. De nombreux étudiants sont encore coincés dans le paradigme actuel. Ils souhaitent rendre le capitalisme plus vert. Certains ont donc présenté des idées intéressantes, un peu à la manière d'entrepreneurs sociaux. Je pense que c'est déjà pas mal de se lancer et ensuite cela permet de faire des ajustements, peut-être vers des formes plus coopératives pour atteindre les résultats souhaités. Comme nous en avons parlé avec le développement du capitalisme en Europe et aux États-Unis, au détriment des pays colonisés, la situation et les responsabilités sont différentes pour les pays développés et les pays en voie de développement. D'ailleurs, ces termes sont totalement biaisés car ils sous-entendent que le destin de tous les pays est de se développer à l'occidental avec la croissance du PIB comme priorité. Alex Rong a été frappé par une des spécificités de Taïwan évoquée par Jason Hickel dans son livre, qui note que Taïwan se trouve dans une situation intermédiaire entre les pays du Nord et du Sud. Dans son livre, l'auteur a indiqué que le cas de Taïwan et de quelques autres pays était particulier, car pour la plupart des pays qui ont été colonisés, il y a eu une décolonisation sur le plan politique, mais pas économique. Certains mécanismes ont permis de perpétuer la colonisation économique. Or, pour Taïwan et par exemple la Corée du Sud, ils ont échappé à une telle situation selon lui. Ça m'a un peu étonné de lire cela, mais en y réfléchissant, je pense que c'est vrai que Taïwan, malgré tous ses problèmes, est dans une meilleure situation que de nombreux autres pays anciennement colonisés. Selon mes observations, d'un côté, Taïwan exploite les ressources d'autres pays et les Taïwanais ont globalement un bon niveau de vie, comme les pays du Nord. D'un autre côté, nous avons aussi sacrifié notre environnement pour servir les intérêts économiques d'autres pays. Les travailleurs de l'électronique et des semi-conducteurs travaillent très dur, et ces industries ont un impact non négligeable sur nos terres et sur les ressources en eau, comme ce qui se passe dans les pays du Sud. Le mouvement pour la décroissance invite à réfléchir à diverses solutions, en finir avec l'obsolescence programmée, limiter la publicité, développer les communs et les biens publics, limiter la production des industries néfastes pour l'environnement, promouvoir l'agroécologie, investir dans les transports en commun, dans les coopératives citoyennes d'énergie, réduire les inégalités. Cela passe aussi par une réflexion sur ce qu'est réellement le progrès, sur quels sont nos véritables besoins et à quoi devrait servir l'économie. Qu'est-ce qui est bon pour moi, pour les autres et pour le vivant dans son ensemble? Qu'est-ce qui est superflu ou que l'on consomme pour compenser le stress ou pour faire comme les autres? Y a-t-il des ressources que nous pourrions mettre et gérer en commun? C'est ce type de questions que soulève la décroissance avec pour objectif de remplacer le toujours plus par du mieux, la quantité par la qualité. Dans ce cadre, le décryptage d'aujourd'hui vous aura permis d'avoir une idée de la place singulière de Taïwan. Jeudi prochain, Tammy Turner et Alex Rong nous présenteront plus précisément ce qu'ils estiment être des obstacles ou des éléments facilitateurs dans leurs efforts pour promouvoir la décroissance à Taïwan. Merci de votre écoute et de votre fidélité à Radio Taïwan International.水绵绵，早春时节，像月来种树。